N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Maître Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps était une perte de temps qui ne nous honore pas dans notre pays et qui nous a obligés à aller tous nous retrouver en Guinée pour régler en fait un problème qui a été déjà réglé. Et donc pour nous, au niveau de l'opposition, c'est une procédure qui ne nous supporte pas parce que nous avons très bien compris que ce problème avait déjà été réglé par la CEDEAO. C'est une perte de temps, perte d'énergie et perte d'élan. Nous aurions pu faire l'économie de tout ce qui s'est passé et qui n'honore pas notre pays. À mon sens, c'est maintenant que la CENI véritable, telle que l'a définie la CEDEAO depuis le 31 juillet, va être formée et donc pour l'heure maintenant, il revient à ceux qui ont été nommés et à toute la CENI lorsqu'elle sera mise en place de manière paritaire et inclusive de faire ce travail professionnel. Donc nous attendons que la CENI soit mise effectivement sur pied pour voir comment cela va se passer. La suite, c'est que ceux qui ont été nommés vont prendre fonction effectivement et commencer à travailler sur l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. À l'instant, Isabelle Améganvi qui s'exprimait à l'issue de la nomination de Francis Pedro Amouzou comme 5e et dernier représentant de l'opposition parlementaire au sein de la CENI. Tout est allé très vite hier et donc l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Après la nomination des représentants de la majorité présidentielle et de la coalition des 14 à la CENI, quelles devront être les prochaines étapes? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, parti membre de la coalition. Bonjour, docteur Kampatib. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. Ce débat justement se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Après la nomination des représentants de la majorité présidentielle et de la coalition des 14 à la CENI, quelles devront être les prochaines étapes? C'est le thème du jour. Alors, docteur François Kampatib, encore une fois, tout est allé très vite hier. Très peu de personnes s'y attendaient parce que le blocage à la CENI semblait être un gros nœud dans la crise togolaise. Comment est-ce que les choses se sont précipitées autant? Bien, en fait, les choses se sont précipitées parce que la situation devenait si incongrue que c'était la honte de toutes les parties, enfin du gouvernement, d'avoir créé une impasse artificielle. En réalité... Elle était pourtant bien réelle, l'impasse, puisque M. Roma ne voulait pas démissionner. Oui, mais c'est ce que je dis. On a créé une impasse artificielle. L'impasse n'avait pas raison d'être. C'est parce que le 23 septembre, les conclusions du comité de suivi étaient sans ambiguïté, c'était clair et net. Il fallait 8 personnes de la majorité présidentielle, 8 personnes de l'opposition qui étaient partie prenante au dialogue. Et donc, la chose aurait pu être simple. Dès le 1er octobre, c'est-à-dire dès que nous avons déposé notre liste de 30, dès le 1er octobre,
cette question aurait pu être réglée. Alors, on a monté en épingle une histoire qui n'avait pas sa raison d'être pour retarder les choses. Alors, je prends l'occasion pour dire non, il ne faut pas que les gens qui crient partout au triomphalisme, non, il ne s'agit pas du tout d'un triomphalisme. Il s'agit d'une chose qui a été remise à sa place, un droit qui était ce qui devait se passer normalement à partir du 23 septembre, et il y a eu tout simplement des blocages voulus par le parti au pouvoir pour gagner du temps et compléter leur manœuvre de mise en place d'un fichier électoral frauduleux. Alors, c'est simple. L'Union des forces de changement à travers Isaac Tiarpé, le conseiller de J-Christ Onipio, a pris acte de cette évolution. Mais en même temps, le parti estimait être dans son droit, revendiquait une certaine légitimité et estimait même qu'au cas où cela se ferait comme ça a été fait hier, ce serait une violation de ses droits. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à l'UFC d'apprécier. Je ne vais plus. Moi, à mon niveau, je ne vais pas me mêler des états d'âme de l'UFC. Au niveau de la C14, nous avions toujours proclamé que l'affaire de l'UFC ne nous intéresse pas. Ce n'était pas un problème de la C14. La C14 avait sa liste. Nous avons déposé la liste. Maintenant, on a obtenu ce qui était normal. Bon, que l'UFC ait des états d'âme, c'est à l'UFC qu'il faut poser la question. Alors, tout est allé très vite pour la coalition, mais également très vite pour la majorité présidentielle, puisque le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le 20 décembre 2018. Est-ce que cela vous surprend ou pas? Bon, en fait, je dois dire que cela est choquant. Il ne faut pas qu'on dise que c'est normal. Ce n'est pas normal, parce que dans les faits, c'est encore une fois le non-respect des conclusions du 23 septembre. Parce que le gouvernement est toujours dans l'idée que le 20 décembre est une date fétiche. Or, M. Brou, même de la commission de la CEDEAO, avait bien dit ce 23 septembre-là qu'on ne peut pas faire de la date du 20 décembre une date fétiche. Donc, c'est la volonté du gouvernement de faire une fuite en avant, de continuer à faire croire que c'est la date du 20 décembre est une date folklore, on ne peut pas y toucher. Bon, c'est ça qui les a amenés. Et dans leur habitude, ils ont joué un jeu de dire qu'ils donnent quelque chose de la main droite, ils le reprennent. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas le fruit de nouvelles négociations peut-être dans les couloirs par rapport au fait que l'UFC se retire et qu'on maintienne la date du 20 pour la tenue du scrutin? Ben, puisque nous sommes en train de discuter de ce qui va se passer une fois que nos personnes seront à la CENI, il faut qu'on s'en tienne complètement à ce qui est dans les accords du 23 septembre, qui décrit ce qui doit se passer de manière claire. Alors, il doit se passer que nos membres doivent aller à la CENI. D'ailleurs, Mme Ameganvi l'a dit tout à l'heure, nos membres doivent siéger à la CENI. Je vais prêter serment. Oui, ils doivent prêter serment, s'asseoir et y travailler. Et la première chose que les conclusions du 23 décembre ont écrit noir sur blanc, c'est que une fois que la CENI inclusive est mise en place, il faut revoir le chronogramme. Alors, s'il faut revoir le chronogramme, à quoi ça sert de se précipiter hier et de dire qu'on convoque le corps électoral? C'est une ambiguïté savamment distillée par le parti au pouvoir qui montre leur mauvaise foi, tout simplement. Vous pensez, comme Isabelle Ameganvi, que tout cela a été une perte de temps et qu'on aurait pu en faire économie? Absolument. Et c'est une perte de temps. Ce qui est plus grave, c'est que c'est une perte de temps organisée. Organisée pour faire... C'était surtout pour faire un recensement frauduleux. Parce que si nos membres étaient à la CENI dès le 31 juillet, par exemple, cette procédure d'organisation d'un recensement frauduleux n'aurait pas pu se faire. Donc, le pouvoir a choisi exprès de faire tout ceci pour obtenir une liste électorale complètement corrompue, qui est pire que celle que nous avions en 2013, parce que du fait du boycott, ils ont rempli la liste de gens qui ne méritent pas d'être sur la liste, et ils présentent une liste, mais complètement
frauduleuses. Des accusations, on le rappelle, qui ont été rejetées par les responsables de la CENI. Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas s'inscrire dans une logique de triomphalisme en ce qui concerne ce qui s'est passé à la CENI. Maintenant, qu'en est-il des jours qui viennent? Quelle sera la suite des événements? Bien, la suite des événements, moi je vous dis que nous, à la C14, on doit s'en tenir exactement à ce qui est écrit dans les conclusions du 23 septembre. Alors la suite des événements, à notre entendement, c'est que nos membres vont aller siéger, et une fois qu'ils ont siégé, on devra aussi résoudre le problème des démembrements, c'est-à-dire les CELI, les CELI et les CLC, et on devra résoudre le problème épineux de la présidence. Et quand on aura résolu toutes ces petites questions préalables, on devra se pencher de nouveau sur un chronogramme qui pourra conduire réellement à des élections transparentes. Nous nous en tenons à ça. C'est ça qui doit se passer. Maintenant, nous avons en face des gens qui ne veulent pas que les choses se passent comme ça, qui sont en train de violer de manière flagrante les accords du 23 septembre. Mais en même temps, cette partie également vous accuse de violer les ententes obtenues, c'est-à-dire le fait que les élections tiennent le 20 décembre. Ça a été plus ou moins une entente avant le 31 juillet ou pas? Non, ça n'a jamais été une entente la date du 20 décembre. Il faut que ce soit clair. D'abord, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas eu un accord signé. Il y a des recommandations qui ont été faites par la CEDEAO. Donc, dès les premières recommandations le 31 juillet, la coalition a fait les réserves. Mais nous n'avons pas voulu nous figer sur une date. C'est-à-dire, nous avons dit, il faut que toutes les conditions soient réunies pour des élections transparentes. Et nous avons dit, il faut un recensement électoral correct. Il faut que les CELI, tout ce qui doit se faire se passe, et que le chronogramme suive un délai convenable pour permettre d'organiser des élections transparentes. Si ça pouvait se faire entre le 31 juillet et le 20 décembre, nous n'avons aucun inconvénient. C'est-à-dire que la date pour nous n'étant pas fétiche, nous n'allions pas perdre le temps pour discuter une date. Nous discutions les conditions d'organisation des élections. Mais aujourd'hui, de manière pragmatique, est-ce que pour vous, les conditions à réunir avant la tenue d'élections crédibles sont encore possibles avant le 20 décembre? Mais si vous comprenez ce que j'ai dit, il est évident que les conditions ne sont pas réunies. C'est évident. D'ici le 20, est-ce possible? Est-ce que vous l'envisagez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que dessus le 20, on ait revu le recensement électoral, qu'on ait corrigé le chronogramme et qu'on soit arrivé à affiner. Écoutez, il y a même une incongruité. Hier, le décret dit qu'il convoque le corps électoral. Mais c'est quoi le corps électoral? Le corps électoral, c'était le fichier électoral. Alors, à ce jour, nous ne connaissons même pas encore le fichier électoral. Et on convoque quel corps électoral? Donc, il y a des gestes qu'on pose qui sont d'une absurdité criarde, mais on continue de les poser quand même. Donc, pour nous, il est évident que ce n'est pas possible. Bon, maintenant, il faut savoir que nous sommes en face d'un régime qui est capable de tout faire, rien que pour conserver le pouvoir par la force. Et alors, il appartiendra à la population d'en juger. Tout le monde doit bien savoir que la marche forcée vers des élections le 20 décembre sera source de conflit. Ça ne résoudra pas la crise que nous avons. Avant même d'en arriver au 20 décembre, d'autres questions essentielles, vous venez de les évoquer, la reprise éventuelle du recensement, la présidence de la CENI. Est-ce qu'on n'a pas encore d'énormes chances qu'il y ait de nouveaux blocages par rapport à ce point? Voyez-vous le parti au pouvoir accepter la reprise du recensement intégralement ou pas? Nous n'estimons pas que ce sera des blocages. Nous n'avons jamais fait de blocage. Le blocage vient du parti au pouvoir. Nous estimons que c'est le déroulement normal des choses telles que prescrites dans les recommandations du 23 septembre. Tout simplement, si chaque parti veut avoir la volonté politique d'appliquer ce qui a été prescrit depuis le 23 septembre, il n'y aura pas de blocage. S'il y a blocage,
ce serait encore le fait du pouvoir. Ce n'est pas notre problème. Nous voulons que les choses se passent exactement comme les accords l'ont prévu et la crise sera résolue. En Guinée, il y a quelques jours, est-ce que cette possibilité a été évoquée, l'éventualité de la reprise du recensement? Alors, je veux être très prudent. Je dois vous dire, vous avez vu le communiqué de la C14. Nous nous en tenons à ce qui a été dit dans ce communiqué, qui est que nous avons exposé nos craintes et nos points de vue au niveau de la facilitation. La facilitation a promis faire des consultations et revenir avec des recommandations conformes plus ou moins à ce que nous avons dit. Nous nous en tenons à ça. Nous ne pouvons Donc pas... pour le moment, rien n'a été décidé. Pour le moment, rien n'est décidé dans ce sens et il est prématuré de spéculer là-dessus. Pareil pour la présidence de la CENI, vous auriez souhaité une personnalité neutre, même un étranger, si jamais il n'y avait pas de consensus autour d'un Togolais? Oui, vous voyez que la présidence est capitale. On a dit que c'est une CENI inclusive et impartiale. Alors nous avons 8, ils ont 8. S'ils prennent un président qui est de leur bord, le déséquilibre est déjà évident. Ils ont 9 et nous on a 8. Pareil s'il est de votre bord. Pareil s'il est de notre bord. Donc il y a nécessité que les deux partis s'asseyent pour trouver un consensus sur la présidence. Il en est de même des présidences des CELI, qui sont des magistrats qualité, qui sont des instruments du pouvoir. Ce n'est pas... Mais pas tous les magistrats au plan national. Bon, vous savez, au Togo, un fonctionnaire de l'État est sous la coupe du pouvoir. C'est une évidence pour tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Hein? Même s'il a des convictions personnelles pour le changement, il est lié par ses engagements et souvent il a du mal à se départir des instructions qu'on lui donne. Maintenant, avoir tout le temps que les acteurs politiques ont mis à résoudre des questions comme d'abord le principe même de recomposition de la CENI, ensuite l'équilibre 8-8 finalement obtenu hier. Est-ce que les citoyens ne doivent pas avoir de grosses craintes en ce qui concerne le consensus autour du président de la CENI et de la reprise ou non du recensement électoral? La population a un droit d'avoir des craintes. Mais comme je vous dis, que la population soit consciente que c'est la C14 qui travaille dans le bon sens. Et que s'il y a blocage, le blocage ne vient que du pouvoir. C'est tout. Il faut que les responsabilités soient clairement établies. Nous ne faisons pas de blocage pour faire de blocage. Nous souhaitons tout simplement qu'on organise dans ce pays, pour une fois dans notre histoire, des élections transparentes et acceptées par tous. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ont peur. Leur peur, c'est d'avoir des élections transparentes. Parce que des élections transparentes, ils ne savent plus ce qu'ils deviendront demain. Alors, ils font des blocages. Et la population doit être consciente de ça. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après la nomination des représentants de la majorité présidentielle et de la coalition des 14 à la CENI, quelles devront être les prochaines étapes? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Premier auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur Afan. Bonjour monsieur Bankole, comment allez-vous? Oui, bonjour à notre invité. Bonjour monsieur Bankole. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Afan, vous demandez les prochaines étapes. Je crois que la C14 ne s'est pas transportée en Guinée uniquement pour résoudre le problème de M. Oumawa à la CENI. Et je dois comprendre que nous sommes en train de d'impatienter. Nous impatientons parce que ceux qui sont rentrés, ils ne nous sont pas rendus compte. Vous avez suivi Antoine Folly hier, monsieur Bankole. Oui. Vous avez suivi Antoine Folly hier dans le débat? Je ne l'ai pas suivi. Ah, bon, disons malheureusement, parce qu'il était revenu en détail un peu sur ce qui s'est passé. Bon, ok, j'en passe. Pour aller à l'essentiel. Non, j'allais lui dire qu'il y a eu le communiqué aussi. Également. Les prochaines étapes, je crois que c'est la reprise du recensement. Il faut maintenant qu'il y ait un vrai recensement. Et que un fichier électoral fiable soit établi. Ensuite, revoir le découpage électoral. Parce que parler d'élections transparentes, sans découpage électoral normal, je crois que ce serait
perdu d'avance d'aller à ces élections. Bien. Merci M. Bankole d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Amorin Kounigban sur la page Facebook de Nana FM dit qu'il faudrait ensuite mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles, le redécoupage électoral, puis le vote de la diaspora. Jean-Louis Edem, lui, il écrit que la prochaine étape, c'est de ramener le train à la gare et chercher un chef de gare, redéfinir ensemble la feuille de route pour un bon départ. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, après la CENI, la prochaine étape, pourquoi faire? Pourquoi une prochaine étape? Pour sortir de la crise, voyons, puisque c'est ce que c'est l'objectif final de tout ceci, si on ne se trompe. Tout ça, de tout ce remue-ménage. Et c'est pour l'éternel slogan du RPT qui consiste à dire allons aux urnes. Depuis la nuit des temps, allons aux urnes. Depuis 50 ans, on entend ce slogan, allons aux urnes, macabre, moi je rajouterai. Moi, il faut arrêter tout ce cinéma dans ce pays. Les Togolais ne sortent pas dans la rue depuis 90, depuis 70, tout ça là, pour des élections quelconques. Ils vont dans la rue tout le temps, se faire massacrer pour rien, donc pour réclamer leurs droits. C'est-à-dire leurs droits, c'est-à-dire leurs droits aux allocations familiales, à la sécurité sociale gratuite comme en France, et ils vont dans la rue pour acheter la tonne de ciment à 30-35 000 francs maximum et acheter l'essence à 250 francs maximum sans le bac chiche. Donc pour vous, les prochaines étapes devront être des solutions au niveau social. Des solutions, et ils peuvent m'associer avec plein d'autres. Parce que vous avez l'expertise. Oui, pour trouver une formule à ça. Bien. Je voudrais demander à M. Kampatib, l'Orstom, qu'il explique ce que c'est que l'Orstom qui était au Togo avant, au Togolais, et pourquoi l'Orstom a disparu du Togo. Bien, voilà. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée, on verra si François Kampatib a les éléments pour vous répondre. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur comme la vie. Alors, depuis Agoué, quelles devront être les prochaines étapes? Le prochain étape, je pense qu'aujourd'hui, la CENI est au complet et ils vont poursuivre les activités de la CENI pour qu'on puisse aller vers la élection le 20 décembre, comme l'a prononcé le gouvernement. Je pense que ce que pour maintenant faire une peu encore tarder, puisque maintenant, ce que les 14 réclamaient, ils l'ont vu. C'est aller à la CENI et voir ce qu'il faut faire pour que jusqu'à décembre qu'on puisse aller aux élections. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire par rapport au recensement, par rapport à la présidence de la CENI notamment? Le recensement, on a déjà fait le recensement. Alors, si vous estimez qu'on a déjà fait le recensement, les responsables ou les membres de la coalition ne se sont pas inscrits, ça veut dire qu'ils pourront être à la CENI sans avoir la possibilité d'être candidats? Je pense que nous sommes au Togo et c'est un gouvernement qui nous dirige. On a appelé tout le monde à aller se présenter. Est-ce qu'on nous a empêché d'aller se présenter? Non? Donc pour vous, il n'y a plus rien à faire. Ils sont à la CENI uniquement pour y être et ils ne participent pas aux élections. Si le gouvernement, on peut donner peut-être une délégation spéciale pour ces membres qui veulent se présenter comme pour être élus. On peut donner une délégation spéciale. Merci. Merci, M. Komlavi, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. On peut peut-être commencer par là. M. Komlavi, depuis Agoué, il pense que, bon, le temps a été donné pour le recensement. Maintenant, M. Komlavi, comme là, c'est ça, non? Komlavi. Komlavi est dans ses droits d'avoir des opinions différentes. Mais tout le monde appréciera que c'est une opinion tronquée et qui est celle que le gouvernement nous propose pour aller à pas de charge vers les élections le 20 décembre. Et il est certain, je dois lui répondre, il est certain que si les choses se passent comme ça, ça ne résoudra pas la crise au Togo. Ça c'est clair, parce que ce sera encore une fois comme les élections qui sont passées par le passé et qui n'ont jamais résolu la crise. Donc, c'est clair que pour lui, c'est son droit de réponse, mais
toute la population doit comprendre que les choses ne peuvent pas se passer comme il les décrit. Madame Essi dit que les préoccupations des Togolais ne sont pas des élections, mais un mieux vivre social. Et elle vous a posé une question sur l'Orstom. Bon, l'Orstom, j'en ai un souvenir très vague. C'était un institut de recherche qui avait été mis en place par la coopération française, je crois, et qui s'occupait de faire des recherches sur les faits sociaux, de proposer des solutions, etc. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que cet institut qui était de la coopération française soit fermé. J'ai connu des gens qui travaillaient à l'époque, mais vraiment je n'ai pas un grand souvenir de ce qui s'est passé. Maintenant, quand il dit que les Togolais marchent pour les faits sociaux, oui, c'est vrai que le Togolais a envie d'une vie meilleure. Mais vous voyez, une vie meilleure passe par une gouvernance correcte. Et nous sommes gouvernés par des gens qui ne font pas les choses comme il faut pour que le panier de la ménagère augmente. Donc, les choses sont liées. Il n'y a pas un pays qui évolue tout seul pour donner la sécurité sociale aux gens. C'est un gouvernement qui décide de toutes ces choses-là. Et justement, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait des réformes qui permettent à un gouvernement qui sera en place, que ce soit un gouvernement choisi par le peuple pour résoudre ces problèmes quotidiens. Monsieur Bankole pense qu'il faut reprendre le recensement. Kossi Thomas est dit sur la page Facebook de Nana FM dit que les prochaines étapes doivent être la nomination des membres de la C14 dans les CELI et CLC, la reprise du recensement et autres avant les élections. Zinsou Sok ont écrit que la nomination d'une personnalité neutre à la tête de la CENI devra être la prochaine étape, puis la reprise du recensement électoral. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Kojo de Tokopita. Allez-y, nous vous écoutons. La prochaine étape, c'est ce que M. Kampatib a dit, à savoir les démembrements et chercher une personne neutre à la tête de la CENI et après refaire le recensement pour avoir un fichier fiable. Je voudrais poser une question, ou bien dire quelque chose à M. Kampatib. Allez-y. Depuis 2 semaines, sur les radios, on attend les journalistes dire que ceux qui sont... Vous entendez, Monsieur Kojo, oui? Vous entendez les journalistes dire ou vous entendez des journalistes dire? Des journalistes. Allez-y maintenant. Des journalistes disent que on va vous accorder 3 jours pour faire, pour enrôler vos militants. Moi qui suis ici, je n'ai pas encore eu ma carte d'électeur. Si jamais vous acceptez ces 3 jours, franchement, on ne va plus vous considérer comme des opposants. Parce que même une semaine, ça ne sera pas suffisant pour enrôler nous qui sommes vos militants. Donc, bien. Je vous mets en garde. Si Monsieur Kojo, ça sera plus pire que... Monsieur Kojo, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Il n'est que 7h45, hein. Le soleil est là, profitez de la journée, pas de menace. On sait comment nos opposants fonctionnent. Bien, merci. François Kampati vous répond dans quelques instants. Sur la page Facebook de Nana FM, Rabiou Alassani dit que les prochaines étapes seront nommer un nouveau président à la CENI qui soit vraiment neutre, revoir le découpage électoral, faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, reprendre tout le processus électoral de la formation des CELI, ainsi de suite. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Moi, je m'appelle Koujo. Koujo, vous nous appelez de la Béji. Allez-y, nous vous écoutons. J'aimerais poser la question à M. Kampatib, M. le député, à savoir, quand j'étais parti à, comment on appelle ça? En Guinée, vous voulez dire? Conakry, qu'est-ce qu'ils ont pu dire à M. professeur Alpha Conté? Ils iront aux élections au 20 décembre? Parce que nous sommes tellement surpris. Moi, je suis vraiment surpris ce matin d'apprendre cela. Et on ne sait plus dans quel bain nous sommes, quoi. Bien. Merci. Merci Koudo d'avoir participé au débat.
Passez une bonne journée. Alors, M. Kodjo, lui, il dit que les 3 jours dont on parle, qu'il n'est pas pour du tout. Alors, je vais répondre à M. Kodjo en disant, heureusement qu'il a dit des journalistes, il n'a pas dit tous les journalistes. Alors, sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a plein de commentaires. Ça va dans tous les sens. Alors, je prie M. Kodjo de mettre balle à terre et de suivre la C14 dans ses communiqués. Et la C14 a fait un communiqué, ça rejoint aussi le second, pour dire exactement ce qui a été fait en Guinée. Le communiqué circule, que tout le monde prenne la peine de le lire. Eh bien, mais il est certain, je vais le dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous ne sommes jamais allés dire que nous voulons des élections le 20 décembre. Parce que c'est ce qu'il semble dire. Il pense qu'on est allé entériner les élections du 20 décembre. C'est pour cela que le corps a été convoqué. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, nous ne nous sommes jamais fixés pour objectif d'aller aux élections à une date précise sans avoir revu le chronogramme des activités qu'il faut faire. Donc, c'est le gouvernement qui dit, et je dis quelque chose qui n'engage que moi, c'est le gouvernement qui a fait le lobbying dans les différents trucs pour fixer la date du 20 décembre. Parce que, souvenez-vous, il y a la Cour constitutionnelle qui, en juillet, a fait un arrêt qui disait que bientôt... Attention au délai constitutionnel. Oui, le délai constitutionnel, ce qui était faux, je l'ai répété, c'était un faux encore une fois. La Constitution ne dit pas qu'il y a un délai et pourtant, il y a des juristes qui expliquent et soutiennent le contraire. Ça, c'est du juridisme. Moi, je sais une chose, la Constitution est claire là-dessus. D'ailleurs, il y a une jurisprudence. En 2013, les élections auraient dû avoir lieu en 2012. Mais on a pris 1 an pour le faire. Et encore là aussi, ils ont fait des blocages. Je vais dire maintenant par rapport à la prolongation. Ils avaient prolongé en 2013 aussi de 3 jours pour le dépôt des candidatures. C'est une aberration. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez cette éventualité encore Je vais dire, est-ce que la population est prête à accepter ça? Vous avez entendu notre interlocuteur. Il a dit, moi je n'ai pas ma carte et j'estime que 3 jours ne suffiraient pas, même 1 semaine ne suffirait pas. Alors, si la population même pense que ça ne suffira pas, comment est-ce que nous pourrons dire le contraire? Nous avons Joseph à Javon sur la page Facebook de Nana FM qui dit que la prochaine étape sera de convoquer la plénière à la CENI, revoir le règlement intérieur, nommer un nouveau président, donner un nouveau calendrier pour tout le processus. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Comment ça va? Ça va, monsieur Maglo. Et vous? Allez-y. Vous savez, l'étape en cours même, c'est une étape anormale. Nous savions que les revendications de nos peuples, c'était l'alternance. Ce n'est pas les élections législatives en cours. On en a fait, ça n'a jamais amené l'alternance. Mais comme vous voulez, cette étape-là que vous trouvez normale... Monsieur Maglo, oui. Qui trouve normal? Moi, je n'ai jamais prononcé le mot normal depuis le début de l'émission. L'étape en cours, cette histoire de blocage, tout ça, c'est une étape anormale. C'est le RPT unique qui nous a amené à cette étape-là. Et bon, quelle devrait être la suite maintenant, si on suit votre raisonnement? Tout d'abord, je remercie la C14 d'avoir tenu tête. Et qu'on a fait partir les messieurs de l'IFC. Maintenant, quelle devrait être la prochaine étape? Tiakwe et compagnie doivent regagner leur monastère. Et le Togo sera quitté. Monsieur Maglo, la prochaine étape, maintenant. celle qui est très très importante. Certains auditeurs l'ont un peu touché du doigt, mais moi, c'est pas ça. C'est le recensement à reprendre dans toute son intégralité. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours, on doit reprendre. Même ceux qui l'ont déjà fait doivent le refaire. Pourquoi je dis ceci? Je le dis parce que l'élément qui devait même, la machine à fraude est déjà mise en place. C'est-à-dire les cartes qui ont été déjà faites là, c'était des machines à fraude. Mais M. Maglo, vous avez écouté, certains citoyens pensent que le temps a été donné pour tout le monde d'aller se faire enregistrer et que maintenant, éventuellement, on ne peut qu'accorder quelques jours supplémentaires. Nous savons ce que cela veut dire. Ça, c'est le RPT unique qui nous amenait tout doucement à collaborer avec sa machine à fraude. Bien, donc, merci. Cette machine, si l'opposition, nos leaders acceptent que
on leur accorde même 1 an pour poursuivre le processus qui est en cours de fraude. Moi, je vous dis, je pensais même de ne même plus participer à ces élections. On doit reprendre les cartes, le recensement dans toute son intégralité. Merci, M. Maglo. C'est très important. Merci d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Il va un peu dans le sens de ce qu'a dit M. Kodjo. Maintenant, si d'aventure le parti au pouvoir s'opposait à la reprise intégrale du recensement électoral, quelle serait votre réaction? Comment envisagez-vous la réaction de la CEDEAO? Est-ce qu'elle irait dans le même sens ou plutôt en faveur de la reprise intégrale? Alors, si je m'en tiens aux différents intervenants, les gens ont clairement établi ce qui doit être fait normalement à partir d'hier et pour la suite. Ça veut dire que la population est consciente de ce qui doit être fait. Mais en même temps, je pense que toute la population est consciente que le parti au pouvoir ne va pas dans ce sens. Alors, j'entends quelqu'un qui a dit, si on dit 3 jours que le leader accepte, nous serons contre le leader. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes que les porte-parole de vous, la population. Et donc, la population doit être mobilisée et prête à réagir contre une situation qui est anormale et qui fait qu'on va encore aller d'élections frauduleuses en élections frauduleuses. Alors, c'est pour cela que je dis, ni la CEDEAO, ni un quelconque étranger ne viendra nous résoudre le problème togolais si les Togolais eux-mêmes ne prennent pas conscience qu'ils doivent résoudre leurs problèmes. Donc nous, à la C14, nous sommes des porte-parole. Aujourd'hui, je suis content, sur 5 ou 6 intervenants, les gens ont compris comment est-ce que les choses doivent se passer. Mais maintenant, comment nous allons faire pour défendre ces acquis? Comment nous allons faire pour que les choses se passent comme ça? Eh bien, la réponse se trouve dans les mains de la population. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il est impérieux de recommencer les manifestations, de remobiliser la population. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons dit, comme le leader n'était pas là, il était prématuré de faire la manifestation demain, mais pour le samedi 17, que les gens se préparent pour mobiliser et faire pression. C'est la seule chose qui est susceptible de faire changer les choses. Est-ce que cela veut dire que le désaccord avec le PNP au sujet des marches est réglé? En fait, en principe, ce n'est pas désaccord. Nous l'avons toujours dit, nous sommes à 14, Antoine Fouly l'a dit hier, il ne faut pas que les gens dramatisent quelque chose qui n'est pas dramatique. Nous sommes 14, il est normal qu'à un moment donné, un dise non, ceci ne me convient pas. Souvenez, ça s'est passé l'année dernière, il y a eu une manifestation à laquelle l'ANC n'avait pas participé. Donc, ce n'est pas un désaccord, c'est normal, c'est des choses normales qui peuvent arriver. Mais nous pensons que ça devra se corriger parce que le dernier communiqué du PNP disait qu'ils attendent de voir qu'est-ce que les experts vont faire sur le fichier électoral. Si on joint ça au fait que maintenant la personne du PNP rentre dans la CENI et va voir dans la marmite ce qu'il y a comme anomalie, je pense que ça fera changer le point de vue au PNP. Mais c'est au PNP de décider. Mais moi, je n'estime pas que c'est un désaccord, c'est simplement des différences de point de vue entre plusieurs partis qui se mettent ensemble et qui travaillent. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Max. Max, allez-y, nous vous écoutons. Et docteur Kampati, bonjour. Bonjour, monsieur Max. Bon, pour moi, la solution est simple. C'est de reporter toutes les élections en 2020, législatives, locales, présidentielles. On prend le temps de tout faire posément. Mais vous savez très bien que le parti au pouvoir n'est pas pour cette logique. Le parti au pouvoir n'est pas composé de seuls Togolais. Nous voulons... Je n'ai pas très bien saisi la phrase. Je dis le parti au pouvoir. Oui. Ce ne sont pas seulement eux qui composent les Togolais. Je comprends, oui. Allez-y, je vous ai entendu maintenant. Voilà. Bon, et pour terminer, ce matin, j'ai entendu sur votre antenne le fameux Tiapé qui est encore intervenu pour l'UFC. Je voudrais qu'il se rappelle sa promesse
de se retirer de la politique. Lui ne va jamais faire la politique. Alors c'est une interview. S'il vous plaît, convoquez-le pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi il est intervenu ce matin. Oui, Bax. Oui. Alors, je vous donne rendez-vous. Suivez les prochaines éditions du journal sur Nana FM. Vous aurez la réponse à votre préoccupation. D'accord? Ok, merci. Bien, merci. Passez une excellente journée. Bon. Que pensez-vous de son intervention? Alors, son intervention est intéressante. Il parle de 2020 carrément. C'est une opinion d'un Togolais qui s'inquiète de tout ce qui se passe. Nous, à la C14, nous disons qu'on n'a pas besoin de fixer une date fétiche à l'horizon. Si ça doit nous prendre 9 mois pour obtenir un fichier propre, pour obtenir des élections transparentes, nous adhérons à ça. Donc que cela se passe en 2019, que cela se passe en 2020, si on a le temps qu'il faut, selon les expertises internationales, le temps qu'il faut pour réviser un fichier électoral, lorsqu'on dit c'est 6 mois minimum, si on veut vraiment auditer et réviser un fichier électoral. Alors, si on veut appliquer ces standards internationaux, il est évident que les élections ne peuvent pas se passer en 2018. Mais quand est-ce qu'elles pourront avoir lieu? Bon, Dieu seul le dira. Mais le plus tôt sera le mieux. Hein? Le plus tôt, ça veut dire, si on y travaille avec bonne volonté, on peut organiser des élections dans un temps raisonnable. Parfait, Adama a écrit sur la page Facebook de Nana FM que tout est à refaire à zéro. Benoît Hamé pense que les prochaines étapes, ce sont les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Boyoti écrit qu'il faut un nouveau recensement. Mais il y en a qui pensent que finalement, on va continuer à tourner en rond. L'exemple de Kojo Mawena qui dit qu'il n'y aura pas de prochaines étapes. On continuera à tourner en rond. Et Dem Koukbamou qui décrit un schéma, vous allez pouvoir l'apprécier. Il dit que les prochaines étapes, ce sont les élections, la proclamation des résultats, le renvoi de Francis Pedro Amouzou de la CENI, le retrait de sa voiture de commandement, coupure de la TVT, validation des résultats, bourde de reconnaissance du chef de file de l'opposition et un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et puis le cycle reprend. Oui, c'est le cycle que veut le pouvoir. Non, c'est vrai, il a raison, c'est le cycle que veut imposer le pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il réussira son jeu? C'est à la population de répondre. Maintenant, je voulais rebondir sur quelque chose qui est très important, que quelqu'un a dit, les réformes. Eh bien, effectivement, vous voyez, le gouvernement a judicieusement détourné l'attention des réformes pour nous braquer sur les élections. Or, il est important d'avoir les réformes. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais nous avons soulevé cette question-là. Parce que les conclusions du 23 septembre parlaient de 2 chronogrammes. Un chronogramme pour les élections et un chronogramme pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Eh bien, exprès, le gouvernement n'en parle plus. Parce que ces réformes les embêtent. Ils ne savent pas que faire. On annonce un texte au Parlement dans les prochains jours. Bon. En fait, on a mis un expert constitutionnaliste qui devrait déjà avoir produit son rapport depuis le 30 octobre. Et ce rapport aurait été visité par la C14 qui aurait donné ses observations. Rien de ceci n'est fait, enfin, à notre connaissance à la C14, rien de ceci n'est fait. Ça veut dire qu'on a mis entre parenthèses les réformes et qu'un jour on nous sortira encore quelque chose, un lapin du chapeau magique pour nous dire ça y est, nous avons fait les réformes. Et bien que la population soit vigilante. En même temps, votre mot de la fin, Madame ici nous envoie un SMS où elle écrit que l'Ostom avait fait des études et avait estimé que chaque Togolais pouvait toucher 250 000 francs à la fin de chaque mois. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes confiant par rapport à la suite du processus? En une trentaine de secondes, votre mot de la fin. La confiance que nous avons à la suite du processus dépend de la mobilisation de la population. Nous faisons ce que nous pouvons, mais je le répète toujours chaque fois que je passe à une antenne, tant que la population ne prend pas conscience aiguë de ce qui se passe. La dernière fois, la marche du Togo debout, on a encore observé le phénomène d'Abekota où les gens étaient à leur balcon, ils nous applaudissaient au passage. Et tant que ce sera comme ça, les Togolais, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Merci. Il faut que les Togolais prennent conscience de ça. Et nous obtiendrons.
Merci François Compatible d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député ADI, conseiller du président de ce parti, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par internet. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux sur la toile à nous suivre. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain dans l'après-midi à partir de 15h. Très bonne journée à vous. 95.5 Nana FM. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.